Oui, c'est bon. Ok, on va reprendre. Donc ici, on passe à l'axe 3, quel remède aux inégalités du genre et de classe rencontrées en droit de la santé au travail, avec 2 exposés. Le premier de Madame Annie Thébault-Meunier, ici présente, et moi-même. Initialement, c'était Madame Catherine Lippel qui venait nous présenter sa contribution, mais nous avons appris son décès il y a quelques semaines. Nous sommes vraiment très attristés par cette nouvelle et nous voulons lui rendre hommage aujourd'hui. Mais je laisse Madame Meunier, qui a gentiment accepté de la remplacer, vous parler d'elle mieux que moi. Donc voilà, Madame Meunier est sociologue de la santé, elle est directrice de recherche honoraire à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et présidente de l'association Henri Pézerat, Santé, Travail et Environnement. On va changer le... Ouais, il suffit juste de passer comme ça. D'accord. Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je veux vous remercier les organisateurs et organisatrices de ce colloque, en hommage à Laurent, avec qui j'ai beaucoup travaillé aussi, et Catherine aussi. Et puis, avant de commencer ma présentation, je voudrais effectivement rendre un bref hommage à Catherine, qui nous a quittés le 23 septembre 2021, en nous laissant la nécessité absolue de poursuivre les recherches et l'action pour le droit des travailleuses et des travailleurs à ne pas être mis en danger dans le travail. Et nous pouvons nous appuyer sur tout le travail qu'elle a fait. Elle avait un ardent désir d'être présente à cette journée d'hommage à Laurent, par amitié bien sûr, parce qu'ils ont énormément collaboré ensemble au niveau international aussi, mais aussi pour se joindre à cette communauté des chercheurs dont nous sommes, chercheurs, chercheuses, dont nous sommes, pour qui la santé des travailleuses et des travailleurs est au centre même des rapports de travail, non pas comme un enjeu parmi d'autres de la négociation salariale, mais dans la radicalité des droits de la personne à la vie, à la santé, à la dignité. Je ne vais pas m'étendre sur tout le travail qu'a fait Catherine, je le ferai dans le texte pour l'ouvrage. Je veux simplement expliquer pourquoi c'est moi qui fais cette communication. Se sachant malade au début de l'été, Catherine avait souhaité que nous travaillions ensemble à cette communication. Évidemment, ce que je vais vous présenter s'inspire de nos échanges, mais j'ai voulu aussi présenter ses travaux à elle, certainement moins bien qu'elle ne l'aurait fait, de façon à ce qu'on rende justice dans ce colloque à l'immense œuvre de Catherine, aux côtés de l'immense œuvre de Laurent, et j'espère qu'elle donnera à celles et ceux qui ne la connaîtraient pas le souhait de découvrir ses travaux. Donc, le titre de la communication, qui était aussi celui que Catherine avait souhaité introduire, c'est « La santé des travailleuses et des travailleurs durant la pandémie, quelle effectivité, pour quels droits ?» Donc, je vais commencer par présenter brièvement quelques-uns des travaux de Catherine à l'articulation des inégalités de genre et de classe, et tous les travaux qu'elle a effectués par rapport à cet invisible qui fait mal, qui est le titre d'un des programmes de recherche qu'elle avait coordonné avec d'autres chercheuses du Symbiose, qui est une équipe de recherche sur la santé au travail, en lien avec le mouvement syndical québécois. Ensuite, j'évoquerai les travaux qu'elle a effectués et que moi aussi j'ai menés parallèlement et dont nous avions beaucoup discuté sur l'épidémie de Covid-19 et la question de la santé des travailleurs et des travailleuses. Puis j'aurai un bref point sur le rôle de l'État dans la remise en question du droit des travailleuses et des travailleurs à la santé. Et enfin, je conclurai avec une conclusion qui est la sienne et qui est la mienne aussi par rapport à la France. Dans les années 90,
Catherine, avec le mouvement syndical québécois, et je peux citer Karen Messing, je peux citer Donna Mergler, d'autres chercheuses québécoises, elles ont vraiment voulu mettre en évidence le caractère structurel et systémique de la discrimination à l'égard des femmes. Donc elles ont mené dans plusieurs secteurs d'activité, je ne m'étendrai pas, des recherches qui montraient qu'il y avait un postulat sur les conditions de travail peu dangereuses des femmes et de l'invisibilité des conséquences sanitaires. Et elles avaient, par exemple, travaillé sur le nettoyage, qui est d'abord une activité domestique avant d'être une activité professionnelle, qui renvoyait à une sorte de banalisation des travaux féminins pour lesquels il y a un déni officialisé des contraintes, risques et pénibilité et de l'invisibilité des conséquences sanitaires. Dans les années 2000, Catherine a mené des recherches elle a beaucoup travaillé en droit et en analyse de la jurisprudence sur les droits à la reconnaissance des lésions professionnelles et de l'ineffectivité de ces droits. Et elle a montré en particulier, il y a une étude extrêmement intéressante qui portait sur les représentations dominantes des risques pour les femmes, représentation chez les experts et chez les juges lorsque les maladies professionnelles étaient non reconnues et partaient en contentieux. Et elle a notamment travaillé sur les TMS, le stress au travail et puis les cancers professionnels. Et je retiendrai en particulier les conclusions de ce qu'elle a écrit sur les cancers professionnels, où elle montre le cercle vicieux de l'invisibilité des cancers professionnels des femmes ouvrières. Il y a tout d'abord un déni en fait, qui s'appuie sur cette espèce de banalisation de la pénibilité des travaux féminins, comme s'il n'y avait pas de risque, comme si c'était des travaux non dangereux. Et on sait qu'il y a malheureusement un très gros déficit d'études entre les risques professionnels des femmes et les cancers. Cette représentation dominante, évidemment, conduit à un nombre dérisoire de cas reconnus. Pas d'incitation à développer la recherche, puisque très souvent, c'est quand on met en évidence un problème pathologique qu'à ce moment-là, il y a un peu de recherche qui se développe. Et l'absence d'études épidémiologiques renforçant les stéréotypes des juges et des experts. Alors, quand on transpose un peu tout ça à l'épidémie de Covid-19, on s'aperçoit que le déni des droits, et en particulier le déni des droits à la santé au travail des femmes, a été extrêmement malmené, aussi bien en France qu'au Québec, pendant cette pandémie qui n'est d'ailleurs pas finie. Vous avez là la répartition des cas confirmés selon l'âge en données cumulatives en octobre 2021 au Québec. Et là, je voudrais vous faire remarquer qu'il y a une répartition par âge qui est extrêmement développée sur l'ensemble de la structure d'âge, avec notamment au moins plus de 50% des contaminations chez des moins de 50 ans. Et quand on regarde la structure des décès, c'est celle-ci, c'est-à-dire une structure des décès qui concerne essentiellement les plus de 50 ans et de plus en plus dans les âges avancés. Alors, il faut s'interroger parce que, évidemment, il y a une expression « personne vulnérable » qui a été généralisée en disant « bah oui, c'est normal, c'est les personnes vulnérables ». Pourquoi sont-elles vulnérables et pourquoi, dans les générations des personnes ayant entre 50 et 80 ans, on a une telle mortalité? C'est parce que c'est aussi une génération, une tranche d'âge, ce sont des tranches d'âge où les comorbidités sont très importantes, et notamment le cancer
et notamment le cancer pour les catégories ouvrières. Alors, je dis ça parce que, en fait, vous ne trouvez pas de chiffres par rapport à ça. Parce qu'il n'y a aucun travail statistique, ni au Québec, ni en France, et ailleurs, je ne sais pas, en Belgique, je ne suis pas sûre, sur ce que sont ces fameuses comorbidités. Alors après, il y a la maltraitance, et on va y revenir, des personnes âgées dépendantes dans les établissements. Là, je voudrais juste... C'est un graphique que j'ai trouvé donc, dans les données québécoises qui montre que le milieu de travail est un milieu qui conduit à des contaminations, et j'y reviendrai pour la France, et également le milieu scolaire. Alors, c'est assez logique, je dirais, du point de vue de ce qu'on sait de cette épidémie. Évidemment, c'est là où il y a des concentrations importantes au niveau des contacts dans des locaux éventuellement non ventilés. Alors, ça, c'est la courbe des décès en France. Donc, on a à peu près la même situation qu'au Québec, avec une mortalité beaucoup plus importante dans les classes d'âge les plus âgées, mais aussi une mortalité non négligeable dans la tranche d'âge 45-64 ans et 65-74 ans. Et ce sont actuellement certainement les tranches d'âge les plus touchées par des maladies comme les cancers. Je voudrais rappeler les chiffres du cancer en France, 400 000 nouveaux cas par an. Et à partir du moment où les gens sont traités pour des cancers, ça veut dire l'effondrement des défenses immunitaires. Donc, ce n'est pas étonnant qu'effectivement, on ait vu, parmi les malades atteints du cancer, des personnes qui sont décédées de Covid, et on sait par des témoignages dans des hôpitaux que malheureusement, le cancer n'a pas été mentionné sur les certificats de décès. Donc, on a une perte d'information par rapport à ce qui a été la double cause du décès. Alors, ce tableau-là n'est pas très lisible, mais je vais vous donner quelques explications. Ce sont les métiers les plus contaminés. C'est une enquête de la DARES, Thomas Coutreau, que vous allez entendre tout à l'heure, a conduit cette enquête qui donne la part de salariés contaminés. Et donc, en fait, en moyenne générale, pour tous les salariés dans cette enquête, on est à 18% de salariés contaminés, donc sûrement contaminés. Ils ont répondu qu'ils avaient eu le Covid. Il faut savoir qu'on a eu le problème des tests au départ, mais on a des métiers comme les infirmières, les aides-soignantes, la police, les pompiers, les professionnels de l'action sociale, les agents de gardiennage, pour lesquels le pourcentage est élevé en part totale. La part des salariés contaminés, très probablement à l'occasion du travail, on a un chiffre également relativement faible, mais quand on regarde la part des salariés contaminés en lien avec le travail, là, on a des chiffres beaucoup plus importants. On retrouve infirmiers, sages-femmes, aides-soignants, assistantes maternelles, j'en prends quelques-uns au hasard, les techniciens de la banque et des assurances, c'est-à-dire finalement les situations souvent soit de concentration de personnes dans un même lieu, soit de face à face. Et la proportion de femmes dans ces métiers très exposés, la proportion de femmes est très importante. Alors, on a eu des droits niés, en particulier pour les femmes. Donc, dans ces secteurs les plus exposés, au début de la pandémie, pendant des mois, on a eu pénurie de masques. On a même des officiels du gouvernement qui ont dit que les masques ne servaient à rien. On a eu une énorme pénurie de tests.
mais aussi des pénuries de blouses, au point que des soignants utilisaient des sacs poubelles pour s'en faire des blouses, et à qui allaient préférentiellement les équipements, par exemple les masques FFP2 dans le système de soins, plutôt aux médecins qu'aux aides-soignants, sans parler des agents de nettoyage. Dans les deux pays, on a le refus du droit de retrait et la suspension d'accords collectifs sur le temps de travail, sur les congés, etc. Alors, je voudrais évoquer le cas des travailleuses des établissements, parce que massivement, là, c'est des femmes, des établissements pour personnes âgées dépendantes et d'auxiliaires de vie à domicile, où les usagers, il y a eu une violence terrible, c'est-à-dire du jour au lendemain, l'isolement complet, avec, on sait maintenant, des décès liés à cet isolement, à la perte de repères affectifs du fait de cet isolement, et puis, en fait, l'impossibilité du côté des soignants de pallier la rareté des moyens qui leur étaient donnés pour à la fois continuer le soin à ces personnes âgées dépendantes et en même temps les protéger et se protéger elles-mêmes de la contamination Covid. Une faible reconnaissance en maladie professionnelle, je ne vais pas m'étendre, mais les 1000 maladies professionnelles reconnues au Québec ou les 1600 reconnues en France ne rendent certainement pas compte de la gravité de l'épidémie, ne prennent pas en compte, et on ne sait pas du tout les conditions dans lesquelles se sont fait la reconnaissance, mais ne prennent pour l'instant certainement pas en compte les Covid longs, qui sont un vrai problème pour beaucoup de soignants et soignantes qui ont été, y compris hospitalisés. Les conditions de reconnaissance dans le tableau en France sont extrêmement restrictives. Donc, renvoi à la communication qu'ont faite Anne et Arzelaine tout à l'heure. Et on n'a aucune donnée de genre, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle est la répartition homme-femme, ni la répartition de classe de ces reconnaissances en maladie professionnelle. Et les chiffres, généralement, on les a 2 ou 3 ans après, donc on peut espérer peut-être que l'épidémie sera terminée, mais les séquelles de l'épidémie ne seront malheureusement pas prises en compte. Alors, je voudrais, dans une troisième partie, évoquer le rôle de l'État dans la remise en question des droits des travailleuses et des travailleurs. Pourquoi ? Parce que, normalement, le rôle de l'État est un rôle protecteur de l'intérêt général, et donc de l'intérêt général premier, qui est la santé et la sécurité. Et on a trop entendu nos gouvernants dire que tout ce qu'ils faisaient, c'était pour protéger la santé. Quand on voit en réalité ce qui se passait du point de vue des décisions qui ont été prises par rapport à la santé et la sécurité au travail, on s'aperçoit que c'était tout l'inverse. Ils ne protégeaient que l'économie. Alors, au Québec, l'une des dernières grandes actions de Catherine a été de travailler de façon critique sur le projet de loi modernisant le régime de santé et sécurité au travail. Alors déjà, le concept de modernisation, il est toujours équivoque, et Catherine en a fait une excellente critique en montrant que la modernisation qui consistait d'une part à faire une réforme des 2 régimes prévention-réparation pour n'en faire plus qu'un seul ensemble, où le principe générateur de la réforme, c'était de dire on va augmenter la prévention et ça permettra de diminuer les frais de la réparation. Tout ça étant centré sur les coûts et non pas sur la santé. Et diminuer les coûts de la réparation, ça se traduit par tout un ensemble de dispositions que je ne vais évidemment pas détailler ici, qui finalement remettent en cause encore le droit à la reconnaissance en maladie professionnelle pour les travailleurs, les travailleuses du Québec, et en particulier pour les travailleuses.
il y a tout le problème de l'indépendance des acteurs juridiques et médicaux qui est posé et que Catherine a soulevé, parce que dans cette loi, les médecins deviennent des médecins d'entreprise, c'est-à-dire que l'employeur a tout pouvoir pour désigner le médecin qui sera censé assurer la surveillance de la santé des travailleurs. Et on sait que lorsqu'on laisse libre cours au patronat pour désigner les médecins, ce n'est pas les médecins qui sont véritablement ceux qui vont protéger la santé. Et tout un ensemble de dispositions entraîne une sorte d'opacité que Catherine détaille d'ailleurs dans le mémoire qu'elle a rendu pour critiquer cette réforme, qui laisse du côté des travailleurs une perception d'injustice, mais l'impossibilité de mettre le doigt là où se situe la justice. Et puis, elle a soulevé évidemment en conclusion les enjeux éthiques de cette réforme, contre laquelle elle a même fait un exposé extrêmement brillant devant le ministre et les députés et répondu à de multiples questions, montrant, et ces réponses montraient à l'évidence que ce texte n'avait pas d'autre objectif que de faire des économies sur les droits à la santé au travail des travailleuses et des travailleuses au Québec. Et il se trouve qu'en France, au même moment, un décret a été adopté par la Direction générale du travail, par le ministère du Travail, le 16 juillet 2021, qui fixait le cadre applicable des dispositions du Code du travail en matière de prévention des risques biologiques. Et en fait, ce décret exonère très largement les employeurs de la mise en œuvre des dispositions obligatoires du Code du travail en matière de prévention des risques biologiques. Là aussi, je ne rentrerai pas dans les détails, c'est-à-dire qu'en fait, ce texte, en quelque sorte, ne rend applicable le classement 3 en catégorie 3 du Covid que pour la santé, pour le système de santé et pour les laboratoires, mais pas du tout pour l'ensemble des entreprises, y compris dans les secteurs que je vous ai indiqués, montrant qu'il y a une exposition à la contamination Covid dans beaucoup de lieux de travail. Alors, nous sommes plusieurs organisations associatives et syndicales à avoir contesté ce décret. Donc, nous avons fait une requête en annulation auprès du Conseil d'État, donc la CGT confédérale, Solidaire et l'association Henri Pézra Santé, Travail, Environnement. Et nous avons également déposé un référé suspension la semaine dernière qui est venu en audience mercredi, et nous aurons une décision sur cette première étape du référé suspension parce qu'on considère qu'il y a urgence à ce que ce décret soit annulé, et nous aurons cette réponse à la fin de la semaine prochaine. Ça rejoint des démarches qui ont été faites et qui ont été évoquées en fin de matinée, c'est-à-dire les référés qui avaient été faits pour suspendre le travail, par exemple, chez Amazon ou à la Poste, parce que les conditions de travail, on le sait, ne permettent pas d'assurer la prévention par rapport au Covid. Et nous espérons que la décision du Conseil d'État nous sera favorable et évitera quelque chose qui est très pernicieux dans ce décret, qui est de dire que c'est l'activité de l'entreprise qui rend obligatoire l'application d'une réglementation comme celle sur les risques biologiques, alors que ce n'est pas l'activité de l'entreprise en tant que telle, mais c'est bien l'activité de travail, l'activité réelle de travail des travailleurs qui devrait être prise en compte dans l'application de la réglementation. Et un des points cruciaux sur lesquels nous avons insisté, c'est l'évaluation des risques, c'est la participation des travailleurs à l'élaboration des règles plus précises, celles qui auraient dû donner, ou qui devraient donner lieu, si on était en classement 4, à des prescriptions écrites. Et puis, bien sûr, un des points
gravissime de ce décret, c'est que ça dépénalise la possibilité pour les employeurs de ne pas appliquer la réglementation, c'est-à-dire que ça prive aussi les inspecteurs du travail d'un certain nombre d'outils leur permettant de sanctionner les employeurs quand ils n'assurent pas la prévention, comme le Code du travail et les directives européennes le rendent obligatoire. Donc, on voit bien là que le rôle de l'État, malheureusement, a beaucoup plus été, dans cette crise, de protéger les employeurs contre d'éventuelles poursuites, contre les droits des travailleurs, le droit de retrait, l'application d'un certain nombre de dispositions de prévention, pour privilégier l'activité économique au détriment de la santé. Je vais conclure avec une conclusion que Catherine avait mise dans un de ses articles, justement par rapport à la pandémie de Covid-19. La santé des personnes qui travaillent a été mise en danger par leur exposition à des risques évidents, sans accès à l'équipement protecteur essentiel et sans que les efforts nécessaires pour éliminer les dangers soient mis en œuvre. Ceci démontre l'échec du régime légal de prévention. Maintenant, il faut faire mieux. Je m'arrêterai là.